Éthique, maladie et santé au travail dans les collectivités, épisode 4, l'agent acteur de son parcours. Dans ce dernier épisode de notre série consacrée à la santé au travail, on s'interroge sur la place de l'agent, avec Florence Caruel, médecin du travail à Noisy-le-Grand, présidente de l'Association nationale de médecine professionnelle des personnels territoriaux, Jean-Philippe Cobot, éthicien, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille, et Valérie David, administratrice territoriale, directrice générale adjointe à Brest Métropole, ex-directrice générale adjointe en charge des ressources humaines à Rennes et à Grenoble-Alpes Métropole, ainsi qu'à la région Nouvelle-Aquitaine. C'est Florence Caruel, médecin de prévention, qui démarre. La place de l'agent, elle est centrale. C'est sa vie, c'est sa carrière. Il y a des décisions à prendre qui relèvent aussi de sa décision. Lorsqu'il formule une demande de reclassement professionnel, ça se passe toujours mieux quand c'est décidé ensemble et pour pouvoir se maintenir au travail du mieux possible. Et ça, c'est important que l'agent fasse la démarche, qu'il réfléchisse aussi avec les différents acteurs de la collectivité sur les possibilités professionnelles qui pourraient s'offrir à lui, les formations dont il pourrait disposer pour pouvoir accéder à ces nouvelles opportunités professionnelles. Et s'il n'est pas acteur, on voit bien que quand il est en attente simplement de propositions, eh bien c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Alors on peut l'accompagner de différentes façons. On a parfois des agents qui ont du mal, par exemple, à faire le deuil de leur métier, qui physiquement n'ont plus les capacités de s'y maintenir, mais pour autant qui n'arrivent pas à lâcher. À ce moment-là, on propose un accompagnement avec le psychologue pour pouvoir les aider à pouvoir se projeter vers d'autres opportunités professionnelles plus facilement, moins douloureusement. Ça peut accélérer aussi le processus. Voilà en quoi c'est important, je trouve, que l'agent soit bien acteur de son parcours. Je partage et je suis toujours très prudente quand je suis face à des sciences, y compris médicales, qui sont très objectivantes. C'est-à-dire que les agents, ce sont aussi des sujets de responsabilité, et ce qui peut les amener à exercer cette responsabilité me semble toujours préférable à l'inverse. Ça veut dire aussi parfois devoir assumer des deuils, savoir assumer des souffrances existentielles, parce que de temps en temps on tombe malade, on vieillit, etc. Mais il me semble qu'il y a un enjeu autour justement d'un dialogue responsable pour éviter tout à la fois le désintérêt et l'instrumentation, mais aussi la fausse promesse qu'on pourrait échapper à nos limites. Moi, j'approche maintenant, je suis plutôt dans ma fin de carrière, je n'ai plus tout à fait la santé d'il y a 20 ans, et il faut assumer. Et d'avoir aussi une forme de dialogue à la fois d'empathie, mais aussi de vérité, me semble de nature à nous aider les uns les autres à être adultes, ce qui n'est pas si simple au final, face à la question de la santé, du bien-être et de notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Quand on dit acteur, c'est aussi acteur de sa santé dans le sens peut-être de prendre soin, avec le sensibiliser à la responsabilité qu'il a aussi de prendre soin de sa santé, d'essayer de l'entretenir correctement. Et donc ça passe aussi par toutes ces actions de sensibilisation, de prévention qu'on peut mener pour les addictions, la prévention des maladies cardiovasculaires, encourager à l'activité sportive, etc. Pour que justement les personnes puissent être acteurs de se maintenir le plus possible dans un état de santé le plus longtemps possible. Pas seulement être acteur de son parcours professionnel, c'est aussi être acteur de sa santé. Jean-Philippe Cobot. Je ne peux qu'abonder dans ce qui vient d'être dit. Effectivement, une des grandes voies de réflexion aujourd'hui dans le cadre du système de santé, c'est de parler du patient partenaire, parfois du patient expert. Enfin, on multiplie les qualificatifs, mais en tout cas, effectivement, on interroge la position qui a été celle du patient et d'ailleurs de son appellation fort longtemps. Et on considère de plus en plus effectivement qu'il doit être fondamentalement impliqué
dans son parcours, dans la prise de décision que l'on estime devoir être de prise de décision partagée, etc. Je soulignerais néanmoins que je trouve qu'il est aussi très important dans ce cadre-là de bien souligner aussi qu'il ne s'agit pas de tomber non plus dans une hyper-responsabilisation de l'individu. Celui-ci est engagé dans un système, dans un écosystème, dans un collectif où chacun a ses responsabilités et chacun doit faire preuve de cette responsabilité et de cette solidarité, d'une certaine manière, qu'impliquent ces responsabilités pour, je dirais, rendre cet écosystème, ce collectif, ces collectifs, je dirais, vivables pour tous et pour chacun. Et donc, dans ces expressions aujourd'hui qui sont utilisées fréquemment, il y a à la fois quelque chose de très vrai, un enjeu, et en éthique, on est très très attentif à ça, sur la place du patient, sur sa participation aux soins, son implication, etc. Mais avec ce petit bémol, ou en tout cas cette attention au fait de ne pas tomber trop radicalement dans une hyper-responsabilisation des individus, même si il est absolument nécessaire de promouvoir une implication et une place pour chacun dans ces processus. On peut d'ailleurs constater que dans des directions, les agents sont solidaires, sont moins souvent en mauvaise santé. La solidarité, l'attention à l'autre participent d'un certain climat, d'un certain bien-être. Et là où il y a le plus de malades, c'est quand il y a le plus de division et d'individualisme. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est très bien illustré dans les collectifs de travail où on va avoir des troubles musculo-squelettiques parce qu'on a des métiers qui vont favoriser une usure professionnelle précoce. Et quand le collectif est soudé et solidaire, les agents se maintiennent sur leur poste de travail, voire nient leur souffrance. Et dès que le collectif se dégrade, alors les souffrances individuelles s'expriment. Et ça, je l'ai vu à de nombreuses reprises. Merci Florence Caruel, merci Jean-Philippe Cobot et merci Valérie David d'avoir participé à cet espace de réflexion ouvert par ce podcast de l'Association des DRH des grandes collectivités.